Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, nous parlons littérature, nous parlons harcèlement scolaire, nous parlons d'engagement, de prévention, de poésie, de Caraïbes, de performance et d'enfance. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Femme, 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 femme. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux femmes, et oui, comme d'habitude, à ma droite, il y a Nicole Cage. Comment ça va, Nicole? Ça va très bien. Ça Merci va de m'accueillir. Merci d'être là, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et à ma gauche, il y a Maryse Jean-Marie. Comment ça va, Maryse? Ça va très bien, Barbara. Je suis vraiment heureuse que tu sois là. Ben, merci et vraiment très heureuse que tu aies pensé à moi pour cette émission. Voilà, mais on découvre les femmes qui font la Martinique, qui agissent en Martinique. On va parler de vous, on va parler de vos actions, on va parler de ce qui vous anime et ce que vous faites. Et je suis sûre qu'on apprendra plein de choses intéressantes, et notamment à quelques jours de la rentrée. Et je me tourne en particulier vers Maryse Jean-Marie. Mais voilà, pas seulement, hein, on va parler littérature aussi. Hein, j'en ai un peu levé un petit voile tout à l'heure en intro, avant le générique, mais je vais vous laisser vous présenter. Qui c'est qui commence? Maryse? Vas-y, Maryse. Maryse Jean-Marie, comme tu le disais, mariée, mère de 2 enfants. Non, j'ai pas dit ça, moi. Mais tu l'as pensé très fort. Donc, mariée, mère de 2 enfants. Vas-y. Voilà, un peu femme d'affaires, mais aussi femme politique surtout, Oui. parce que c'est une passion. Tu es donc conseillère municipale de Rivière-Salée, Voilà. où tu vis. Voilà, je vis à Rivière-Salée depuis maintenant 22 ans. Je suis une Chelchiroise, mais Ah bon? j'ai émigré à Rivière-Salée, donc ma commune de cœur. Et je suis à la municipalité depuis 2008, donc adjointe au maire, deuxième adjointe au maire de la ville de Rivière-Salée. Félicitations. Merci, mais tout le mérite en revient certes à mon travail, mais aussi à l'équipe qui m'accompagne et surtout Monsieur le maire. Et puis vice-présidente de la communauté d'agglomération Sud-Martinique, où j'ai le bonheur de piloter une équipe dans le développement économique. Et tu es aussi présidente d'une association. Surtout, surtout. Et c'est de ça beaucoup qu'on va parler cet après-midi. Voilà, présidente de l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit. Voilà, donc c'est une association qui fait de la sensibilisation, de la prévention, donc au harcèlement scolaire et aux violences. Voilà, aux violences scolaires, au harcèlement. C'est vrai que nous avons débuté par cette thématique pour une raison très personnelle, mais au fil des années, nous nous sommes rendus compte que le harcèlement ne se cantonnait pas à une seule thématique et qu'il fallait parler des violences en milieu scolaire. Parce que le harcèlement est une violence, mais Déjà. il y en a bien d'autres. Voilà, il y en a bien d'autres et certaines découlent vers le harcèlement, mais d'autres, toutes les violences ne sont pas harcèlement. Ok, on va en parler vraiment en détail. Nicole, donc est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Nicole Cage, je suis auteure, conférencière, dramaturge, comédienne, maman. Quoi d'autre? Je suis originaire du François. Je vis actuellement au Vauclin depuis peu. Voilà, l'écriture est mon ressort principal, j'ai envie de dire. Et ensuite vient le partage, soit sous forme d'écrits, donc d'ouvrages publiés, ou alors de spectacles, hein, de performances artistiques, où je partage la scène avec des musiciens, où je mets en espace mes propres textes, ou alors sous forme de mise en espace théâtrale. Mais Nicole est très, très modeste, parce que Nicole a eu plein de distinctions et de prix. Alors, on peut dire nul n'est prophète en ton pays. Peut-être que tu estimes que tu n'es pas assez reconnu, hein, mais non, quoique tu te produis régulièrement. Mais commençons par le prix Casa de las Américas qu'elle a reçu en 1996 pour un texte, donc de recueil de poésie, L'arc-en-ciel, l'espoir. L'espoir. 93, mention spéciale du prix du poésie jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports. 2002, prix Eunomie de poésie en République de Macédoine, parce que c'est une voyageuse aussi. Et d'ailleurs, elle s'épanouit, en fait, et tu écris, tu t'épanouis dans le voyage, on peut le dire. Oui, j'ai cette chance
J'aime à dire que je voyage sur les ailes de mes mots. Et effectivement, la poésie, l'écriture d'une façon plus générale, m'a en quelque sorte, voilà, ouvert un peu les portes. Voilà, Et tu l'as dit, tu voyages sur les ailes de tes mots. Absolument, Voilà, c'est donc très beau. Voilà, c'est magnifique. Elle prend pas l'avion, donc ça doit coûter moins cher d'ailleurs. Et elle voyage sur les ailes de ses mots. Moi, je pense que c'est un bon moyen de locomotion de voyager sur les mots et sur les ailes de ses mots. 2004, prix de la créativité au Liban. Comment tu arrives au Liban? C'était quoi le... Liban, c'est une sélection de mes textes qui a été faite par un poète libanais que j'ai rencontré dans un festival de poésie en Roumanie. Parce que j'ai un recueil qui a été publié en Roumanie, bilingue, français, roumain. Et cet auteur libanais rencontré en Roumanie a proposé mes textes donc, pour ce prix Nejinaman de la création poétique. Excellent. 2006, membre d'honneur du Festival international de poésie, alors je ne vais pas bien le dire, Ditet et Naïmit, voilà, République de Macédoine. 2006, prix Grossel en Belgique pour ton roman C'est vol que je vole, parce que tu as écrit 15 romans. Ou 15 œuvres, poésie, nouvelles, romans, voilà. mélangés, contes. Et puis 2018, Femme de l'année, par la ville de Fort-de-France, les associations Mohamed et Combit. Et puis 2019, The President Award, donc à Saint-Martin, à l'occasion de Saint-Martin Book Fair. Voilà, donc elle a été récompensée. Bravo, Nicole. Merci. Tu ne savais pas ça? Non. Mais c'est pour ça que Je vous venez ne connaissais sur le plateau pas de Forme. autant de distinctions. Je connaissais 2 ou 3 œuvres De Nicole, mais je savais qu'elle avait été distinguée, mais voilà. on dit que chaque année. Alors, une quinzaine d'ouvrages, dont des romans, donc on a parlé, bon, et puis des œuvres de poésie, donc Arc-en-ciel l'espoir, donc prix Casellas Américas, Confidentiel, l'espagnol, c'est bien un roman, l'espagnol? Oui, c'est un roman qui a été publié par Atier. C'est Vol que je vole, et tu dis que tu m'aimes, voilà, donc tu es vraiment, tu es prolifique, c'est vraiment ton moteur en fait, l'écriture. Complètement, et c'est voilà, c'est le moyen que je me donne, en tout cas, de témoigner de ma société, parce que je mets souvent en scène des femmes de la Caraïbe, des femmes contemporaines, voilà, de façon à partager un peu de ce que nous sommes, nous femmes de la Caraïbe. Et tu es profondément caribéenne? Profondément caribéenne, profondément africaine aussi, je me revendique des 2 et même des 3 identités, martiniquaise, caribéenne et africaine. Et puis j'ai oublié de dire, mais c'est vraiment très important, donc tu as fait l'objet, donc son œuvre, donc qui est très très riche, a fait l'objet de travaux universitaires, dont une thèse de 900 pages de Madame Patricia Conflon-Gros-Désir, donc qui a soutenu une thèse en 2018, donc s'intitulant L'œuvre de Nicole Cache-Florentini, de l'antillanité à la caribéanité via l'hispanité, et on va y revenir aussi, ce qui d'ailleurs vous crée des points communs entre vous quand on parle d'hispanité, une poétique de la relation. C'était incroyable aussi quand tu as assisté. Je crois que tu as assisté à cette thèse. Oui, j'ai assisté à cette soutenance. C'était particulier, effectivement. Qu'est-ce que tu as ressenti? Beaucoup d'émotions et puis quelque part une forme d'incrédulité. Je veux dire que je suis repartie chez moi avec cette espèce de choses-là de 900 pages. Et c'est mon compagnon qui m'en lisait des extraits parce que j'avais une espèce de timidité face à cet objet-là. Mais c'est quoi, on parle de moi? Et voilà. Et quand tu disais, mais j'ai pas écrit ça, et puis tu allais dans le livre voir, ah bon, j'ai écrit ça. Et je me disais, mais j'avais l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Et j'écoutais, mais comme si j'écoutais parler de quelqu'un d'autre. C'est assez particulier. J'en profite pour poser la question. Quand tu écris dans quel état d'esprit? Est-ce que tu écris, tu vois, parce que ce rapport de distance que crée effectivement ce livre qui parle de ton œuvre, de la façon dont tu écris, est-ce que ça ne te remet pas finalement dans des états dans lesquels tu n'as même pas conscience de ce que tu vivais ou traversais? Je crois que l'écriture, et tu en sais quelque chose, implique une nécessaire solitude. Donc, dans le moment d'écriture, je suis vraiment seule. Et je ne me projette pas par rapport au lecteur, ou pas. J'écris, voilà. Et ensuite, après, vient effectivement la relecture, le retravail, en relation avec l'objectif que je me suis fixé, voilà. Mais c'est toujours ce va-et-vient, effectivement, entre cette nécessaire solitude et puis ensuite le regard de l'autre auquel on va soumettre notre texte.
En tout cas, je disais que vous avez des points communs. Effectivement, Maryse, tu as dit au début, je suis une entrepreneur. Après, tu as vite dit que tu étais femme politique. Et puis, tu as parlé de J'aime Jade. Mais tu as été effectivement entrepreneur. Et tu as été aussi prof. Elle a été prof. Et puis, vous avez laissé tomber. Vous Beaucoup plus vite. en quelques mots. Donc, tu as été enseignante. Et puis, tu es passée à autre chose. Très rapidement, s'il te plaît. Très rapidement. Ça n'a pas fait long feu parce que, bon, ce n'était pas ma vocation. Même si tout le monde disait que j'étais née pour être prof. Mais je suis passée très rapidement par des métiers différents. J'ai été secrétaire médicale. Avant ça, j'ai été secrétaire de direction dans une entreprise de BTP. Et cette entreprise ayant fait faillite, je suis devenue chef d'entreprise et mon patron est devenu mon salarié. Donc, je n'ai pas attendu de gagner au loto pour ça, hein, comme dit la publicité. Mais bon, nous formions un excellent binôme, hein, lui et moi. J'ai travaillé dans le privé, dans les assurances. Enfin, voilà, j'ai un parcours assez... non linéaire. On dira ça comme ça. Oui, parce que juste avant l'émission, on parlait en fait des jeunes et on disait les jeunes n'ont plus peur. Enfin, ils n'ont pas peur, peut-être comme certaines générations anciennes, de claquer la porte quand ils sont pas contents. Mais toi, tu as fait ça en fait. Tu as navigué au gré de ce que tu pensais être nécessaire. Et puis tu es resté chez toi aussi, élever tes enfants. Voilà, j'ai fait le choix à un moment donné de rester mère au foyer pendant plusieurs années. Ça, c'est un choix que vraiment je ne regrette pas. Et c'est vraiment une expérience de vie qui ne se commente pas. Ça se vit. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 9 ans. D'accord, ok. Et toi, donc, tu as fait le choix. Donc, tu étais enseignante? J'ai été prof pendant 25 ans. D'espagnol? D'espagnol. D'abord lettres histoire géo et ensuite lettres espagnol. Et puis, au bout de 25 ans, j'ai éprouvé le besoin de passer à autre chose, de me donner les moyens, en fait, de passer à autre chose, parce que c'est ça aussi, c'est renoncer à une sécurité quelque part et faire le grand saut de l'aventure entrepreneuriale. Tu as fondé une maison d'édition. Maison d'édition, Cimarron Ediprod. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Maryse, c'est vrai que les nôtres, nos proches ont peur pour nous, quelque part. Ils essayent de nous dissuader. Comment tu es fort, voilà, absolument. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux... Voilà. Et tout comme pour Maryse, à aucun moment, mais pas une demi-seconde, je n'ai regretté cette décision, ce choix. Il n'est pas au quotidien, ce n'est pas un choix facile, voilà. Mais voilà, chaque jour, c'est une négociation avec la vie, et chaque jour, mais j'en suis heureuse. Et puis finalement, tu prends conscience de chaque jour en fait. Complètement. Parce que quand tu es dans la routine, tu peux être effectivement tu attends que les jours passent, tu attends le samedi et le dimanche. Et là, chaque jour, c'est ce que tu en fais, c'est ce que tu décides d'en faire. Et chaque jour, c'est un challenge. Chaque jour, c'est un challenge. Premier stop, focus. Alors là, on part sur autre chose, mais on va parler de femmes. Et je vous emmène en Finlande pour vous parler d'une femme dont je vais prononcer probablement mal le nom. C'est la première ministre qui s'appelle Sanna Marin ou Marin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc oui, voilà. En fait, cette femme est première ministre, jolie première ministre, jeune. Je crois que c'est une des plus jeunes. Eh bien, elle a fait le malheur de fêter un anniversaire ou une fête. Elle était chez des amis ou chez elle, je ne sais plus. Et elle a, elle était en train de faire la fête et la vidéo était diffusée parce que comme partout, vous avez des gens qui étaient là sans vous demander votre avis, qui filment et puis qui, non seulement, qui les mettent qui mettent les images ou les films sur les réseaux sociaux. Moi, d'ailleurs, j'aime pas ça. Vous êtes dans des manifestations privées, des fois on vous filme sans vous demander votre avis. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à la première ministre finlandaise et elle s'est retrouvée à devoir se justifier parce qu'une première ministre, manifestement, ça fait pas la fête, quoi. Et c'est incroyable, non? Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. J'ai trouvé ça absolument scandaleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, je crois même qu'elle a dû... non, je sais pas que je crois. Elle a dû faire un test, se soumettre à un test, un contrôle de drogue, en fait, de présence de drogue dans le sang. Je n'ai pas le résultat, d'ailleurs, mais bon, a priori, elle ne s'est pas droguée. Et elle a assumé, en fait, dans une vidéo qui a circulé, elle a assumé le fait, oui, j'ai des amis, je suis première ministre. En fait, on peut faire les choses sérieusement. Elle peut être à la fois première ministre, peut-être, et puis s'amuser avec ses amis. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ça pose plusieurs problèmes. Effectivement, celui de la diffusion de choses privées, et ça, les réseaux sociaux,
c'est un des poisons. Mais en même temps, je vois, je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait eu ces réactions si c'était un homme? Moi aussi, je me suis posé la question. Et voilà, elle paye pour être femme, pour être jolie, pour être sexy et pour être, d'après ce que j'en entends, en tout cas compétente dans son rôle de ministre. C'est complètement aberrant qu'une femme ait à subir... On a vu Boris Helfrich à l'époque, il y a très longtemps, pour les plus jeunes, ils ne s'en souviennent pas, mais qui était sous, enfin il y a eu autre chose, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors non seulement je rejoins Nicole, mais ça pose vraiment le problème, je reviens à mon domaine, du cyberharcèlement, parce que pour moi, il est évident que là, la loi n'a pas été appliquée, on n'a pas le droit de filmer quelque individu que ce soit à son insu, et ensuite de le mettre en public. D'autant plus, c'était une soirée privée, il y a le mot privé dedans, d'accord? Et puis je te rejoins, Barbara, ministre ou pas ministre, on a aussi des moments de décompression. Nous sommes dans une fête privée, bon, j'ai bu un peu plus que d'habitude, certes, voilà, il y a eu une petite dérive, mais... est-ce que c'est une raison pour mettre cette première ministre au pilori? Je dis non. Il faut qu'on arrête aussi un peu, permets-moi de le dire, de se cacher derrière une façade un peu hypocrite parce que tu as raison, un homme, on n'aurait pas fait la même chose et peut-être que ça aurait été la sœur, la cousine ou la bonne amie de celle qui demande aujourd'hui que Madame la Première ministre fasse autant d'examens. Peut-être qu'elle n'aurait pas voulu que ça soit sur les tréteaux publics. Mais alors, toi qui es la femme politique, en deux mots, c'est vrai qu'on veut nous faire croire aussi que les hommes ou les femmes politiques doivent être irréprochables. Mais en fait, ce sont des hommes. Alors, effectivement, il faut avoir une certaine morale, une certaine tenue, bien entendu. Mais ce sont des hommes et des femmes, quoi. Donc, elle a le droit de s'amuser, vraisemblablement. Enfin, de toutes les façons, lorsqu'on dit irréprochable pour un homme ou une femme politique, on parle surtout du fait que... De la corruption. Et puis de ne pas être en marge de la loi, d'accord? Voilà, elle n'a pas tourné un film pornographique, que je sache. Non. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Jingle, mot de femme. Voilà, donc on revient sur vos parcours, sur vos actions, sur ce qui vous occupe. Et je veux te donner la parole, Maryse, puisqu'on a parlé de J'aime Jade. J'aime Jade, donc on a un petit peu effleuré le sujet quand on parlait de cyberharcèlement, de harcèlement. Donc c'est une association que tu as créée en 2017, à la suite du décès de ta fille, Jade, qui avait 11 ans, et qui a commis l'irréparable parce qu'elle a été victime de harcèlement scolaire. Et je voudrais te féliciter d'avoir ce courage-là et puis de venir nous en parler parce que c'est un fléau. Donc raconte-nous un petit peu dans quelles conditions tu as créé cette association et ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là avec Jade. La première chose, c'est que je l'ai découvert, nous l'avons, mon époux et moi l'avons découvert à la mort de Jade. L'affaire du harcèlement scolaire, parce que Jade, élève brillante, sportive, très populaire, était vraiment une pépite. Et le drame est arrivé, l'incompréhension, la culpabilité. Et ce sont les gendarmes qui, quelques jours après, nous annoncent que notre fille était harcelée depuis le début de l'année scolaire. Elle était en quelle classe? Elle était en 6e. Pas depuis le début de l'année scolaire, depuis le début du 2e trimestre, au retour des fêtes de Noël. Donc, pourquoi? Parce que Jade avait voulu défendre une de ses camarades qui subissait des violences. Voilà. Et elle s'était interposée. Et tu t'es interposée, voilà. Donc, ça a été le choc. Mais ce choc, pour moi, s'est traduit par « il faut faire quelque chose ». Plus jamais ça. Pas dans ma petite Martinique, pas ailleurs, mais surtout pas dans ma petite Martinique. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Et quelques jours après la mort de Jade, j'ai senti comme quelque chose d'indéfinissable, mais je le traduis par une mission. Il fallait que je fasse quelque chose, et ce quelque chose passait par la création de cette association, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune association ou aucun organisme qui parlait de ce thème, l'harcèlement scolaire, ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni en Guyane.
J'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai cherché sur l'Internet et j'ai trouvé en métropole une association, 2 associations, mais pas aux Antilles. Et le 29 décembre de la même année, puisque Jade est décédée le 16 juin 2017, il ne fallait pas que 2018 arrive et que je n'ai pas pu mettre la première pierre. Toi, tu as été victime de harcèlement quand tu étais jeune. Oui, j'ai Collège? tous ces faits, malheureusement faits divers, effectivement, éveillent forcément un écho. Avant Jade, il y a eu une autre jeune fille dans le même établissement. Et quand ça arrive chez nous, comme le dit Maryse, c'est quelque chose de terrible. J'ai eu la chance, en quelque part, d'une part, de pouvoir travailler sur... d'être accompagnée plus tard. Mais dans le moment où je l'ai vécu, c'est une grande solitude aussi parce qu'il n'y avait personne à qui je pouvais en parler. Aujourd'hui, il y a quand même de la prévention qui est faite dans les établissements scolaires. C'est une réalité. Il y a de l'information qui circule, notamment après le combat qu'a entamé Maryse. Mais à l'époque, il n'était pas question de harcèlement scolaire. Je subissais ça et je le vivais. Et effectivement, il y a eu des moments où l'envie que ça s'arrête, parce que c'est la seule façon pour que ça s'arrête. Et je pense qu'effectivement, l'écriture, déjà, à ce moment-là, a été ma bouée. Tu disais que tu as culpabilisé. J'imagine que les parents, parce que les parents ne voient pas ça, c'est pas évident de voir ça. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants les ados notamment, ils sont dans leur chambre éventuellement sur WhatsApp, Snapchat, etc. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Quand tu fais de la prévention, tu vas dans les établissements, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis aux enfants? Qu'est-ce que tu dis aux parents? C'est quoi le message qu'il faut porter? Alors, c'est vrai que pour les enfants, pour la partie des enfants, je distingue 2 catégories, ceux de moins de 13 ans et ceux de plus de 13 ans, par rapport à la loi, d'accord? Parce qu'un enfant de moins de 13 ans n'a pas d'autorisation de la loi d'avoir un smartphone, c'est-à-dire un téléphone avec connexion Internet. Ça, c'est interdit, c'est à partir de 13 ans parce que les réseaux sociaux commencent à partir de 13 ans pour certains d'entre eux. Et contrairement à ce qu'on croit, Facebook, c'est 16 ans. Donc, voilà. Donc, je fais le distinguo. Donc, pour ceux de plus de 13 ans, je fais de la prévention. Et pour tous, nous amenons aujourd'hui nos thématiques, notre animation, je dirais, parce que c'est un constat que nous avons fait. Nous amenons nos animations sur un retour à l'empathie. D'accord? Il y a un manque d'empathie. Nous avons constaté un manque d'empathie chez nos jeunes. Ils ne savent pas dire du bien de quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas véhiculer des félicitations. Marie, j'ai envie de t'arrêter là et demander à Nicole, ce sont nos jeunes qui ont ces problèmes-là, Marie, de ne pas dire du bien ou de ne pas être bienveillant? Je mets le pied dans le plat, excuse-moi, mais j'ai l'impression, enfin, je ne vais pas dire nous mauvais, c'est pas ça, mais c'est vrai que l'exemple aussi vient des parents, non? Oui. Je crois qu'on est... Il y a un double phénomène, mais c'est vrai qu'on est dans une perte des valeurs, on est dans une explosion du tissu familial. Avant, on était dans les structures avec le lacou, où chaque famille jetait un autre. Voilà. Et là, avec les logements sociaux implantés n'importe où, etc. Enfin, il y a vraiment un éclatement de ces cellules à la fois familiales et de quartier, de villages, etc., qui font que voilà, chacun est dans son monde, dans sa bulle, et cette chaleur sociale, en fait, sociétale, voilà, elle se perd. Elle s'est perdue. Et donc aujourd'hui, quand tu vas voir les jeunes dans les établissements scolaires, que tu interviens au collège, tu leur dis ça. Donc mais comment alors, j'imagine ces jeunes qui disent oui, madame. Donc comment c'est perçu? Ça dépend des publics. Hein. Le public scolaire, c'est un public très difficile, n'est-ce pas? Évidemment, nous commençons notre animation par de la prévention. OK? Et puis, savoir leur connaissance. Qu'est-ce qu'ils savent exactement du harcèlement? Comment ils le définissent, eux? Tout à fait.
D'accord? Parce que tout n'est pas harcèlement. Il faut le savoir. Donc, une fois que nous avons passé ce cap, là, nous passons à comment ne pas harceler ou ne pas se faire harceler. Donc, nous donnons comment je vais dire ça? Nous donnons des moyens, nous donnons des outils. Nous parlons beaucoup dans le dialogue. Nous avons élaboré, nous, associations, un certain nombre d'outils, par exemple cette plaquette, mais des jeux aussi que nous avons créés. Et les gamins sont assez surpris. Alors au début, bon, ils traînent du pied, mais ils rentrent vite dans l'action et finalement, ils sont demandeurs, ils ne veulent pas arrêter. Et est-ce que tu as, par exemple, des jeunes, quand tu vas donc, dans l'établissement, des jeunes qui disent « Ah, mais j'ai fait ça, je ne savais pas que c'était harcelé ». Absolument. Parce que, c'est-à-dire, envoyer un message une fois, deux fois, tu dis « Ah, machin, sur WhatsApp ou Snapchat », une fois, deux fois, ils sont en groupe et puis c'est fait de groupe. Oui, mais le simple fait de, comme je dis souvent, dire bonjour au camarade en lui donnant une tape derrière la tête tous les matins, à un moment donné, il te dit « Arrête ça ». Et tu continues. Pourquoi? Mais madame, je joue, on joue. Voilà, ils ont la notion du jeu pervers, mais pour eux, c'est pas désobligeant, c'est pas... et si l'autre ne veut pas... Mais non, il fait son intéressant, mais il aime ça bien. Il aime que je prenne soin de lui. Voilà. Mais ça a toujours existé, ça. Le harcèlement a toujours existé. Oui, mais c'est vrai que les réseaux sociaux donnent une ampleur. Amplifient la chose. Et puis, quelque part, ces jeunes sont très influençables, y compris entre eux-mêmes. Bien sûr. Donc, il y a ce jeu-là de ne pas passer pour un mauviette, etc. Et puis parce que ça correspond aussi à un moment où c'est au-delà du jeu de rôle. C'est le regard social, c'est le passage aussi vers autre chose. C'est les jeunes adultes qui sont en train de se former. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont vraiment amplifier négativement ces phénomènes-là. Tout à fait. Et comme je dis avant, le harcèlement, ça avait un début et une fin. Parce que lorsqu'on rentrait chez soi, on n'avait pas ces fameux réseaux sociaux. Là, c'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Lorsque vous couchez votre enfant qui a son téléphone et vous lui dites bonne nuit, vous pensez qu'il dort, il est en train de recevoir des messages qui l'effraient, des messages qui le font pleurer, des messages de menaces, d'accord? Et vous n'êtes pas au courant. C'est pourquoi je dis aux parents aujourd'hui, quand nous faisons des webinaires avec les parents, c'est vrai que c'est un outil merveilleux, mais il ne faut pas non plus qu'il dépasse sa fonction. Le portable, ce n'est pas un réveil matin. Donc, le portable ne doit plus se trouver dans la chambre de votre enfant. Achetez-lui un réveil, parce que l'excuse, c'est « mais c'est mon réveil ». Oui, mais tu penses, Maryse, vraiment, j'entends, mais tu ne penses pas qu'on est déjà allé trop loin, là? Comment on est, en fait, tout le monde est accro. Toi, tu n'as pas de portable, toi, Maryse? Si, j'ai un portable. Oui. Mais j'ai l'impression que tous, on est accro. Alors, j'ai noté moins de 13 ans, mais tu vois, c'est-à-dire le nombre de parents dont les enfants de moins de 13 ans... on peut avoir un téléphone. Oui. On peut avoir un téléphone. Moins de 13 ans. Jade, à 11 ans et demi, avait son téléphone. Mais Jade avait un téléphone sans connexion Internet, qui n'envoyait que des SMS et qui ne faisait même pas de selfie. Ça existe. La problématique, c'est qu'au niveau des professionnels de la téléphonie, nous avons un problème. Ils savent que c'est interdit aux moins de 13 ans. Mais bon, il faut faire du chiffre. Voilà, il faut vendre. Alors qu'il y a des contrats spécifiques pour les moins de 13 ans, sans connexion Internet. Et ça, ils le savent. Oui, mais c'est vrai. Mais en tout cas, tu vois, c'est bien de le dire, là, mais à parents, donc attention, moins de 13 ans. Donc il y a avant et moins de 13 ans. Et puis dernièrement, sur un plateau, dans une autre émission, moi, je parlais des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas droit aux écrans. Il ne faut pas leur donner d'écran. Mais on va finir. Moi, tu as déjà écrit sur ces phénomènes-là de réseaux sociaux? Le téléphone... Pas en tant que tel, mais dans Confidentiel. Quand j'ai écrit Confidentiel, on n'en était pas encore là. Mais en tout cas, un des personnages de ce roman jeunesse, Confidentiel, est victime de harcèlement. Et c'est une problématique qui est on m'a reproché, quand j'ai écrit Confidentiel, d'écrire des choses dures. Mais je dis, mais c'est ce que vivent les jeunes. Et ça ne sert à rien de mettre la tête sous le sable. Il faut aborder justement ces sujets-là avec des mots choisis et commencer la prévention, l'éducation dès que possible. Mais on a changé de civilisation. On a changé de monde.
On a changé Je parle, le monde je parle à l'observatrice de nos sociétés. On n'a pas vu la Non, mais c'est ça, transition ou pas, se faire. Oui. Oui, on n'a pas vu la transition se faire. Elle est arrivée rapidement aussi. Oui. Oui, en moins de 15 ans, enfin 15-20 ans. Enfin, et toi, ce sont des choses que tu... Parce que toi, tu es une observatrice, donc tu digères la société, tu parles de ces situations aussi d'exclusion, de situations de femmes notamment. Mais c'est vrai que pour l'écrivaine que tu es, c'est vrai que ce sont des situations qui sont inspirantes, mais peut-être qui... Je sais pas, qui interrogent, non? Qui sont inspirantes, mais qui troublent, c'est une réalité, parce que... quelque part, comme je disais, on n'a pas vu le basculement se faire. Il s'est fait de façon brutale. Et comment on y répond, comment on accompagne nos enfants, comment on s'adapte nous-mêmes, comment c'est... Alors, si je peux me permettre, il y a quelque chose qui n'a quand même pas changé, malheureusement, c'est le fait de donner la parole aux plus jeunes. Voilà, parce que lorsqu'on les écoute, évidemment, nos enfants sont brillants, ils sont intelligents. Google est mon ami, n'oublions pas. Donc, ils savent tout avant tout le monde. D'ailleurs, la pochette de la maquette que nous avons faite m'a été inspirée par une élève de 4e qui, à la fin de mon animation, était en pleurs. Et je lui ai demandé si je l'avais touchée par cette animation. Et elle m'a regardée en me disant, au collège, il n'y a pas que le poids du cartable. Et je l'ai gardé. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'image de la maquette. Un cartable de mots de souffrance, de mots de douleur. Donc, et ils ont des notions. Lorsque nous travaillons sur l'empathie, nous faisons des totems de mots, et à partir du totem, nous leur demandons de créer un poème ou un slam. Mais si vous voyez les choses merveilleuses qui s'en sortent, les professeurs ou les animateurs d'associations n'en reviennent pas, parce que l'élève qui a fait pleurer le groupe, c'est celui qui est intenable en cours. Il faut donc, et c'est ça en fait, tu mets l'accent avec cette association sur la parole. Il faut que, et notamment les victimes, parlent en fait. C'est ça, Oui, la clé. D'ailleurs, l'un de nos slogans, c'est « Brisons le silence, mon silence est l'arme de l'autre ». Alors, dans cette petite plaquette, tu décris le triangle infernal en fait du harcèlement. Donc, il y a la victime, le harceleur et le témoin. Et chacun... Donc, tu t'adresses à chacun, en fait. À chacun. Je donne la place à chacun, et en particulier au témoin. Et en particulier au témoin qui a un rôle fondamental. Parce que le témoin silencieux, passif ou actif, soit je me tais parce que je ne veux pas être le prochain sur la liste, même si je n'approuve pas, mais je préfère... tantôt que c'est lui, c'est pas moi. D'accord? Et puis, le témoin actif qui encourage le harceleur, pas parce que ce qu'il fait est bien, mais si je t'encourage, ça veut dire que je suis ton ami, donc tu ne vas pas me harceler. Donc l'objectif est toujours le même des deux témoins, et leur montrer que qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils n'agissent pas et qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'ils agissent. Est-ce que dans le cas du décès de Jade, ta fille, tu as été mise en présence des harceleurs et des témoins? Alors, je connais une harceleuse, celle par qui tout a commencé, parce qu'on a retrouvé le journal intime de ma fille, et le jour de sa mort, elle a fait 2 pages. Une page où elle décrivait ses vacances, bon, c'était la joie, le soleil absolu, et l'autre page, donc le même jour, puisque c'était daté, où elle disait son ras-le-bol de cet harcèlement, et elle a notifié la personne, voilà. Donc, je connais le nom de cette personne. Voilà, puisque c'est un groupe. Évidemment, des gendarmes, nous avons eu des témoignages d'élèves, puisqu'il y a eu quand même des investigations au sein de l'établissement scolaire. Le jour de la veillée de Jade, c'est après que j'ai su que c'est une qui faisait partie du groupe qui a eu des regrets, qui m'a remis un courrier que j'ai lu peut-être 10 jours après, et qui, dans les lignes, me disait, voilà, elle décrivait Jade comme une belle personne, mais qu'en fin de compte, on l'avait entraînée dans ce circuit infernal et qu'elle regrettait. Et on sentait que c'est un courrier qui a été interrompu. Ah oui. Voilà. Mais à la veillée, elle m'a cherché, elle m'a quand même remis ça entre les mains.
Et puis une troisième qui était une amie proche, très proche de Jade, qui est venue me voir, qui ne faisait pas partie du cercle, mais qui savait ce qui se passait. Parce qu'il faut savoir que Jade, lorsque ses amis ont vu ce qui se passait, ils lui ont dit de parler à ses parents. Mais Jade a refusé de nous parler. Parce que pour elle, c'était son problème. Il ne fallait pas embarrasser papa et maman avec ça, qu'elle allait gérer. C'était ses mots. Et ils ont fait un pacte de silence. Wow. Ils ont fait un pacte de silence. Et parmi ces jeunes du pacte, il y a une qui est venue me voir fin août pour me dire, pour me demander pardon. Parce qu'elle ne savait pas, parce que vu la personnalité de Jade, elle ne pensait pas que ça serait arrivé. Et que si elle savait, elle aurait parlé plus tôt. Mais comme je lui ai dit, et je le dis à tous les plateaux, le harcèlement a tué Jade, mais Jade ne s'est pas suicidée. On a du mal à comprendre cette différenciation. Certes, on lui a lancé un défi. Elle a refusé. Un autre, elle a refusé. Et le dernier jour, c'était le jour de son conseil de classe, je ne vais jamais l'oublier, puisque j'étais parent d'élèves. Elle venait de recevoir le tableau d'excellence de l'année. Elle était ravie et je suis partie 1 heure de temps. Et elle a reçu un coup de fil à la maison. Donc, les gendarmes pensent que c'est ce coup de fil qui a été décisif. Et c'est après qu'un autre garçon, qui était dans la confidence, a avoué que, oui, on l'a appelée pour lui dire que si elle faisait ça, à la rentrée, elle avait la paix. On ne l'embêtait plus. Donc, Jade a malheureusement accédé à cette requête morbide et accidentellement, parce que voilà, elle n'a pas la maturité, eh ben, Jade est décédée. Donc, le harcèlement a bien tué ma fille, mais ma fille n'avait pas des intentions de suicide. Voilà. Et donc, il y a une enquête, Oui, il y a eu une enquête, il y a eu... oh là là, ça a duré presque 1 an. On a même envoyé à Nantes les tablettes de Jade pour voir si elle faisait des recherches sur le suicide, par exemple, ou si elle recevait ou elle avait effacé des messages. Évidemment, ils n'ont pas trouvé ce genre de choses, puisque Jade n'avait pas possibilité d'avoir Internet sur... voilà. Donc, mais il y a des choses qui, en boomerang, me reviennent. Maintenant que j'ai la connaissance, maintenant que je me suis formée, il y a des indices qui me reviennent, qui auraient dû m'alerter pour savoir il y a quelque chose qui ne va pas. Donc maintenant, tu dis ça aux parents. Voilà. Donc, c'est quoi les indices? Toi, peut-être, pour donner la parole à Nicole, c'est quoi les indices d'après toi? J'ai été formée aussi à la prévention au harcèlement et les indices, l'enfant est brillant et puis brusquement, il y a un désintérêt pour sa scolarité. L'enfant hésite à se rendre à des activités, soit dans le collège, soit à l'extérieur du collège, se replie un peu sur lui-même, des moments de recherche la solitude quelque part, tout en... Voilà, l'appétit peut changer. Il y a vraiment toute une série de signes comme ça qui peuvent alerter, qui ajoutés les uns aux autres, effectivement, peuvent... Alors, tous ces signes existent. Alors, pour Jade, par contre, ce n'était pas ces signes, mais c'était d'autres. Elle avait très souvent mal au ventre. Malgré les nombreuses visites de docteur, il n'y a rien, mais elle avait mal au ventre. Elle avait tout le temps mal au ventre. Alors, évidemment, moi, je disais que j'avais une fille précoce. Et comme je suis maman, je lui ai dit, tu as 11 ans, bon, écoute, il y a quelque chose qui va arriver dans pas longtemps, donc c'est peut-être l'organe génital de la femme qui est en train de se mettre en place. On en discutait. Et puis, un deuxième axe, c'est lorsque le jeune se replie sur une activité particulière. Alors, pour ceux qui sont souvent sur les réseaux, les garçons surtout, ce sont des jeux où on cherche à combattre le méchant. Donc, je suis le héros, voilà. Et ils deviennent accros. Et Jade, par contre, c'est après que ça nous est revenu. Jade était accro à une émission. Elle faisait enregistrer, mais
c'était sa vie. Si elle ne voyait pas ça, c'était la catastrophe, son oxygène. C'est un court-métrage, Oui. le jour où tout a basculé. Et je ne comprenais pas, et c'est après que j'ai compris. Elle cherchait la solution dans ce genre de film. Je veux te donner la parole et passer à... On va s'éloigner un petit peu de la Martinique parce que tu as écrit, on a parlé de tous les ouvrages que tu as écrits et tu es en préparation de notre livre pour lequel tu allais chercher l'inspiration au Bénin. Voilà, parce qu'on disait que tu étais une grande voyageuse et tu as fait un voyage au Bénin. Alors tu connaissais l'Afrique, mais tu es allée au Bénin il y a très longtemps et c'était un choc. Oui. C'est un choc pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, parce et, que- et finalement, ça débouche sur quoi? Voilà, quand j'entendais les Caribéens dire, voilà, je suis allée en Afrique et j'ai vécu un choc, pour moi, voilà, je ne comprenais comprenais pas, oui. ou en tout cas, je vous disais, il y a un petit peu de cinéma là-dedans, quoi. Voilà, je suis allée au Bénin pour la première fois pour un salon des poètes francophones. Et je suis arrivée, j'ai posé les pieds sur le sol, voilà, de Cotonou. Il y a cette chaleur qui vous prend, qui vous enveloppe. Et déjà là, j'ai commencé à... Voilà. J'ai passé la première nuit et je me suis réveillée le lendemain et j'ai commencé à pleurer. J'ai passé la matinée à pleurer. Je comprends. Tu es allée déjà? Je suis allée en Afrique. Ah. Et je disais... Et la seule chose qui me soulageait, c'était de dire, je viens d'ici, je viens d'ici, je viens d'ici. Et ensuite, nous sommes allés faire la route de l'esclave à Ouida avec le meilleur guide qui soit, c'est-à-dire Noureini Tidjani Serpos, qui était à l'époque directeur général adjoint de l'UNESCO, et c'est lui qui a contribué à l'élaboration de cette route. Et et j'ai fait le parcours depuis le lieu de la place Chacha où on vendait nos ancêtres jusqu'à la plage du non-retour. Et ce livre, quelque part, il est né ici parce que il est né là-bas, à ce moment-là. C'est ici, là-bas, quoi. Voilà, j'entendais, voilà, j'ai fait ce parcours pieds nus et j'avais le sentiment que voilà, il y avait une connexion qui se faisait par-delà les siècles, par-delà cette violence, par-delà cette négation de l'humain. Il y avait quelque chose qui était demeuré plus fort que l'oubli, que cet arbre de l'oubli dont nos ancêtres devaient faire le tour pour ne se souvenir de rien, hein, pour ne pas avoir envie de revenir. Et donc le livre, je l'ai commencé là. Et puis je sentais que pour le terminer, il fallait que je retourne quelque part sur les lieux du crime. Et ça a mis 14 ans. J'y suis retournée donc en janvier 2022 pour une résidence d'écriture de 2 mois à Ouida. J'ai refait le parcours des lieux de mémoire, j'ai interrogé des gens, j'ai vécu près des gens pendant ces 2 mois et j'ai poursuivi donc l'écriture de ce livre plus fort que lui. Mais toi, tu as besoin dans ce que tu écris d'ancrage, en fait. Oui, d'enracinement. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour toi? Est-ce que ça a toujours été le cas d'ailleurs? Bien, je pense que j'ai commencé très tôt à m'intéresser à mon histoire, à mon pays, etc. J'ai d'ailleurs fait des études d'histoire. C'est ce besoin de comprendre, en fait, déjà de comprendre ce peuple qui est tellement bourré de contradictions, bourré de tchak, j'ai envie de dire. Et le besoin de comprendre ce peuple amène forcément à l'origine de nos maux, de notre névrose, en fait. De notre névrose. Et c'est ça. J'ai également le fait d'avoir fait aussi, de m'être intéressée à la psychothérapie. Tout ça, ce sont des moyens que j'essaie de me donner, en tout cas, de comprendre ce peuple et de comprendre les gens, les individus qui composent ce tout social. Et alors, ce livre va sortir, donc tu as fini là en fait. Tu es retourné sur le lieu du crime contre l'humanité, donc tu vas l'écrire, tu vas le finir là. Je suis en train de le terminer, j'en ai avant de le publier. Ça s'appelle comment Plus fort que l'oubli. J'en ai extrait un objet théâtral qui a été donné en lecture spectacle au Bénin. Ici, il y a eu une résidence de création avec la ville du Saint-Esprit, une mise en scène du chorégraphe Patrick Servus, une création musicale de José Zébina. Donc on a donné ça à la médiathèque du Saint-Esprit, à la ville des Anses d'Arlé.
Et cette semaine, ça a été joué par des comédiens béninois dans le cadre de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de l'abolition. Donc le texte vit déjà, il n'est pas encore publié. Mais, alors Nicole est impressionnante parce qu'elle a l'air timide là, tu vois, elle a l'air un peu timide. Et puis quand tu la vois sur scène, tu es dans une espèce de libéra, comme si tu te libères en fait, comme si c'est quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas Nicole Cage, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as ton alter ego, peut-être dans une autre dimension qui s'exprime. Non, je ne sais pas. Moi, je t'ai vu, mais c'est vrai, tu déclames tes textes, et comme si c'était... Voilà, tu évoluais dans une dimension où il faut que les choses sortent, en fait. Ben, c'est ça. Je me souviens, j'étais au Salon du Livre de Saint-Martin. Je suis allée pour la première fois. Et j'ai eu la chance que LKJ, donc Linton Kwesi Johnson, dise un de mes textes en anglais. Et moi, je l'ai performé en français. Et il était là, et puis il me regardait, et puis il disait, mais c'est incroyable, la petite dame timide, là, complètement effacée. Il a parlé de transfiguration. C'est le mot qui lui est venu. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est vrai que je suis... Tu es pieds nus. Je suis pieds nus toujours. Voilà, j'ai besoin de ce contact avec le sol, ressentir l'énergie, en fait, et les vibrations des instruments à travers le sol. Et donc, c'est ça. Tu peux nous dire un petit texte? Un petit texte. On profite. Voici, en ce lieu de nulle part, à jamais, au carrefour de ma vie, là où nulle route ne s'interrompt, voici, je te présente l'ancêtre, négrier aux yeux bleus acier, la haine. Le fouet tremble encore dans ses mains crispées. Vois, il piétine tous mes rêves de liberté. Il aboure mes entrailles de sa graine de violence. Vois, la haine lui mange le cœur. Il secoue tout puissant. Le voici dressé dans la nuit de mon refus. Il a violé mon ciel. Et la pluie écarlate éclabousse la terre rouge et son sang rouge aussi l'enfer de la folie, etc. Wow. Le voici dressé dans la nuit de mon refus. Parce qu'il y a eu refus. Il y a refus. Il y a refus. Il y a refus. Tout à fait. Qui n'a pas été entendu, mais il y a eu refus. Marie, tu es allée en Afrique? Oui, il y a 26 ans de ça. Oui. Donc ça remonte. Donc au Togo, où j'étais basée, particulièrement à Lomé. Et voilà. Et j'ai été aussi au Bénin, mais pour un pèlerinage spirituel. Au Burkina Faso. J'ai été aussi au Ghana. Très bien. Voilà. Mesdames, il nous reste 5 minutes. Et donc, j'ai une question rituelle à vous poser. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé, Maryse? Bon, ben c'est bien. On est contente qu'après des choses aussi graves, elles se mettent à rigoler. Voilà. Oh! Waouh! Ah là, tu m'as eu. Pourquoi je t'ai eu? Ah, je ne m'attendais vraiment pas à cette question. Il y a le mot de la fin, mais ça, c'est ma question. Personne n'y coupe. Je te laisse réfléchir 2 secondes. Wow. Nicole, quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Aimé Césaire. Aimé Césaire. Je vais reprendre toutes les... Parce que je pose la même question à toutes les invités. Il y en a eu quasiment 120 maintenant sur le plateau. Je pense que le top 1, là, c'est Aimé Césaire. Donc, Aimé Césaire, pourquoi? Attends. Réfléchis. Continue à réfléchir, pas fini. Pourquoi Aimé Césaire? Pour son texte, pour ses textes, pour... Alors, Aimé Césaire et moi, c'est une affaire de paradoxe. Parce que la jeune militante que j'étais, colonialiste, etc. Et que tu restes. Oui, bien sûr. Ne comprenait pas et ne pardonnait pas le choix de la départementalisation. Donc j'étais dans cette espèce d'orgueil, voilà. Et puis à l'intérieur, il y avait une petite fille qui quelque part, se mourait d'amour pour cet homme, pour l'homme, pour le poète, pour tout ce qu'il nous a restitué de nous-mêmes. Et donc il y avait ce combat singulier en moi qui fait que jamais je n'ai franchi le pas, jamais je ne suis allée vers lui, jamais je n'ai cherché à le rencontrer, mais je connaissais ses textes par cœur, je me nourrissais de son écriture. Et un jour, quand il y a eu l'inauguration de l'expo qui lui était consacrée à l'Atrium, ce n'était pas encore Tropicatrium, je crois que c'était Regarder le siècle en face, cette expo. Et donc j'étais pas loin de lui et je regardais cet homme et quelque part je ressens les énergies
Et puis là, le combat était terminé. C'était juste, voilà, accepter de me laisser toucher par cet homme. Et puis comprendre qu'à l'époque, dans le contexte qui était le sien et celui de la Martinique, il avait fait ce qu'il pensait être le meilleur choix pour son peuple. Et à partir de là, il n'y a eu de place. Il n'y a plus de place que pour voilà, l'amour. Hein. Faut appeler un chat un chat. Raphaël Confiant a écrit un ouvrage qui s'appelait La traversée paradoxale du siècle, donc qui revient un peu sur l'œuvre littéraire et puis le combat politique de Césaire. En tout cas, lui, il parle de paradoxe, effectivement. Maryse, tu as eu le temps de rire et de réfléchir. Oui, c'est la surprise qui m'a fait rire. Mais au fond de moi, pour être honnête, j'avais 9 ans. Oui. Et c'est Léon Sainte-Rose qui a été mon enseignant et qui nous a appris la liberté, non seulement des mots, de l'expression, qui nous a montré pour la première fois un instrument authentique qui était la flûte à bambou. Voilà, nous enfants, on connaissait le piano, on nous montrait. Et on trouvait ça vraiment fabuleux, que dans un bambou pouvait sortir de telles mélodies. Et cet homme avec qui je suis restée longtemps en contact, ça a été vraiment celui qui a affirmé ma liberté de pensée et de mots en tant qu'enseignant. Il m'a vraiment appris à être ce que je dois être. Et surtout, il nous a appris que le fait de contenir quelque chose ne rend pas service. Parce que lorsque nous pensons ne pas avoir la solution, eh bien, ça permet à 24 autres élèves d'être dans l'erreur. Donc, je le remercie. Jingle, moi, ça me laisse sans voix. Le mot de la forme. Le mot de la forme, c'est le mot de la fin. Il nous reste 1 minute. On va donner des numéros de téléphone. Oui. On va rappeler donc J'aime Jade, donc Une étoile dans la nuit, c'est une association qu'on peut joindre au 0696 26 20 26. Le numéro s'affiche à l'écran. Et puis, donc, il y a un numéro aussi quand on est victime de harcèlement, c'est le 30-20. C'est le 30-20 qui s'affiche aussi, voilà. Donc, 2 numéros de téléphone. Donc, toi, tu continues. J'imagine qu'avec cette nouvelle année scolaire, tu vas prendre ton bâton de pèlerin, tu vas évangéliser les groupes de jeunes, des parents aussi. Des enseignants. Et des enseignants. Pour leur dire, brisons le silence, non au harcèlement. La clé, c'est la parole. C'est tout à fait La clé, c'est la parole. Donc, retenez ce numéro de téléphone, 0696 26 20 26. Et puis, vous qui nous regardez, soyons bienveillants. On a dit ce mot-là au début. Soyons bienveillants, soyons dans la relation, soyons dans l'écoute, même si on n'est pas d'accord. Voilà. On peut crier ou énerver moins, mais voilà, il faut parler. Et puis surtout, les victimes potentielles, vous n'êtes pas victimes. Vous n'êtes pas victimes, donc parlez. Nicole, tu vois, ça me laisse, voilà, je suis émue, je n'ai pas les mots. Nicole, toi, donc, on te retrouve avec tous tes livres dans toutes les librairies. Est-ce que tu as un spectacle, une prestation, une performance à venir avant la sortie de ce livre? La prestation sera de nouveau au Bénin, puisque je pars pour les Grands Prix Afrique du théâtre francophone. Je suis un des membres du jury de ce prix qui réunit plusieurs pays d'Afrique, Togo, Bénin, du 21 au 25 septembre. Et à cette occasion, je vais donner une lecture spectacle d'un de mes textes inédits qui s'appelle « Dessous les voiles, la nudité ». C'est le mot de la fin? Ben, je rappelle aux parents que c'est la rentrée. Oui. Et que surtout au moment du cartable, de ranger le cartable, de prendre 2 minutes pour parler avec son enfant et pour lui dire qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il a un sac usé ou un sac neuf, il a tout aussi envie que toi de réussir. On va retenir ce mot-là. Et puis, je redonne le numéro de téléphone 0696 26 20 26. Bonne année scolaire. Et puis, soyons bienveillants. Voilà, moi, je reste sur ce mot. Merci, Nicole. Merci, Maryse. Merci pour l'accueil. Merci, Azitata. Merci. On n'a pas tout dit, mais voilà, on a échangé. Donc, merci d'être venu sur notre plateau. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro de femmes. Je vous retrouve avec tout autant de plaisir et des femmes tout aussi inspirantes, extraordinaires, dans un prochain épisode. Restez sur Zitata. À bientôt. Merci. Femme. 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 Femme.